Je suis Clément Méric et vous écoutez Bourbon Hebdo, le podcast de la rédaction d'LCP qui vous fait revivre l'actualité de la semaine et vous dévoile les coulisses de l'Assemblée. La séance est ouverte. Bonjour et bienvenue dans notre podcast hebdomadaire consacré donc aux coulisses de l'Assemblée. Au sommaire aujourd'hui, on reviendra sur l'onde de choc à l'Assemblée après la mort du jeune militant identitaire Quentin Derenque. On évoquera aussi le débat consacré à la loi fin de vie avec cette mesure qui a été votée à une voix près et qui fait débat chez les partisans de l'aide à mourir. On corrigera gentiment nos confrères du Canard enchaîné qui ont épinglé cette semaine le projet de nouveau bâtiment de l'Assemblée. Enfin, on vous racontera la dernière passe d'armes entre le président et le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Et pour vous servir aujourd'hui, Elsa Mondingava, Stéphanie Despierres et Marco Pommier. Bonjour. Salut Clément. Bonjour Clément. Alors vous êtes nos spécialistes parlementaires à l'antenne d'LCP toutes les semaines, que ce soit dans ton émission consacrée aux questions au gouvernement, Elsa, ou dans Chaque Voix compte à 19h30 chaque soir, présenté par Adeline François. On commence avec l'ouverture de la séance de questions au gouvernement de mardi dernier. Mes chers collègues, en hommage au jeune Quentin, je vous demande d'observer une minute de silence. Une minute de silence qui a donc été observée mardi à la mémoire de Quentin Derenque, cet étudiant membre de l'Action française, mort après avoir été roué de coups lors d'un affrontement entre des militants identitaires et des militants d'ultra-gauche. Je rappelle que plusieurs suspects sont donc mis en examen et parmi lesquels un collaborateur parlementaire du député insoumis Raphaël Arnaud. Alors vous avez pu échanger avec des députés de la France insoumise tout au long de la semaine. Qu'est-ce que vous retenez de vos échanges avec eux? Alors, on a dès mardi invité dans les émissions et tout au long de la semaine des députés insoumis pour avoir leur opinion, est-ce qu'ils prenaient leur distance ou pas, qu'est-ce qu'ils pensaient de la jeune garde, etc. Moi, je trouve que leur discours, finalement, a pas tellement varié. Ils ont eu une ligne de défense qu'ils ont tenue dès le début, c'est-à-dire la condamnation absolue d'un lynchage d'un jeune homme. Le fait qu'eux n'étaient pas concernés parce que c'était ils n'avaient pas de responsabilité dans l'acte qui s'était passé, et la dénonciation d'une instrumentalisation de la part des autres groupes politiques. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas tellement varié là-dessus. Ils sont restés très sur cette ligne de défense et ils continuent à l'être aujourd'hui. Ils font bloc, on va dire, ensemble. Après, il est vrai que moi, j'ai pu discuter avec un député insoumis qui m'a dit que c'était peut-être, je cite, une connerie que d'avoir rapproché la jeune garde, c'est-à-dire ce mouvement que le député Raphaël Arnaud a cofondé, et que c'était peut-être une connerie, je cite encore, d'avoir rapproché la France insoumise de ce mouvement. Maintenant, c'est vrai qu'Elsa le disait, on a quand même l'impression, en tout cas devant les caméras et devant les journalistes, qu'ils font bloc tous ensemble. En off, ils font très attention. Et même en off, ils font très attention. Oui. On n'en a pas croisé beaucoup, Marco dit qu'il en a Mais ce n'est pas un mélanchoniste pur et dur que j'ai croisé. Ils font très attention, ils prennent la parole en off, ils expliquent, mais ils sont vraiment sur la ligne, ils défendent la ligne et ils font bloc, et ils savent que ça, c'est très important pour eux s'ils veulent que soit entendu leur point de vue. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, je trouve, une spécificité chez les insoumis. C'est-à-dire que dans d'autres partis politiques, quand on interroge des députés, on peut voir que parfois le discours face caméra, et une fois que la caméra est éteinte, ça peut être un peu différent. Ils peuvent reconnaître une connerie, dire ne pas comprendre ce que Macron a voulu faire, etc. Avec les insoumis, il y a quand même cet esprit de défendre, cette grande méfiance envers la presse. Et donc très souvent, le discours est assez aligné devant et derrière les caméras. Alors, on s'attendait à une séance de questions au gouvernement explosive mardi. Alors, ça a été tendu, mais les insoumis ont semblé presque un peu en retrait. C'était un choix assumé de leur part ? C'est un choix assumé de leur part. On a demandé s'il y avait eu des consignes de l'état-major du groupe et de la France insoumise. On nous a répondu que non, mais que c'était une décision collective des députés qui avaient décidé de la mettre en sourdine, de rester stoïque. Et quelqu'un en groupe nous confiait que ça n'a pas été facile à tenir. Par exemple, quand Laurent Wauquiez dit l'extrême gauche tue, là c'est vrai qu'on a été très étonnés. Il n'y a pas un bruit dans les rangs des insoumis. En revanche, quand c'est le Premier ministre Sébastien Lecornu qui attaque les rangs insoumis, là il y avait un peu plus d'agitation. Mais de manière globale, ils sont restés assez calmes. Parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait aucun intérêt à faire du chahut à ce moment-là. Exactement, et quand le Premier ministre répond à Mathilde Panot et lui dit que c'est ignoble, abject d'avoir... Parce que lui, il a lâché ses coups contre oui, LFI. Il y a un contre-genre. On voit l'image à la réalisation de Mathilde Panot, qui, en temps normal, on la verrait réagir, s'exclamer, etc.
Et on voit qu'elle est quand même... Elle prend sur elle. Elle prend sur elle, elle est très en retenue. Et voilà, Et ça pendant toute la séance. Et elle dit parlons de Lyon, parlons de Lyon. C'est vrai que l'on voyait Mathilde dans Panot les tribunes de presse. Dans les tribunes, notamment aussi avec notre collègue Clément Perrot. Et c'est vrai qu'on sentait bien qu'ils se retenaient à chaque fois qu'ils étaient pointés du doigt par les différents groupes politiques. Alors tout le monde s'attendait à ce que la séance de questions gouvernement soit assez chaude. Par exemple, il y avait aux 4 colonnes des gardiens, ce qu'on appelle des gardiens surveillants. Enfin, c'est des agents de l'Assemblée qui sont spécifiquement formés pour intervenir s'il y a des bagarres, etc. On ne les voit pas tout le temps, on les voit de temps en temps. Et il y avait 2 personnes qui étaient là mardi après-midi aux 4 colonnes. Bon, finalement, il n'y a pas du tout eu de tension forte ni dans l'hémicycle, même si le moment politique était très important, qu'il y a une tempête politique, et il n'y a pas eu non plus d'altercation ou quoi que ce soit dans les couloirs. En conférence des présidents, ils s'étaient quand même mis d'accord pour que la minute de silence soit le plus digne possible et que ça donne la meilleure image possible quand même de l'Assemblée nationale dans un moment où, effectivement, c'était très tendu. Alors, on a parlé des Insoumis. Et dans le reste de la gauche, quelle est l'impression que vous gardez de vos échanges, que ce soit avec les écologistes, les socialistes, les communistes ? Les socialistes marchent toujours, avaient décidé à la fois de dire qu'il ne fallait pas, que la France insoumise n'avait pas de responsabilité directe dans ce qui s'était passé, mais avaient décidé quand même de continuer à dire qu'il y a une violence verbale chez les insoumis, qui ne sont pas d'accord avec cette stratégie-là. Et donc ils s'éloignent encore un peu plus, je trouve, des insoumis. C'était assez assumé chez eux, même si ils sont pas non plus allés complètement dans la responsabilité et du camp des insoumis, etc. Donc ils ont essayé de manier un peu les 2 discours, à la fois de se distancier avec la France insoumise, sans pour autant considérer qu'ils étaient responsables de la situation. Est-ce qu'il y a des nuances dans cette prise de distance entre les différentes formations de gauche ? On sentait les communistes étaient plus en défense de la France insoumise. Les écologistes sont un peu gênés, on l'a bien senti mardi à l'Assemblée. Ils font leur conférence de presse hebdomadaire, donc là ils répondent aux questions de tous les journalistes, mais souvent dans la salle de presse. Dans la salle de presse, mais souvent ils sortent aux 4 colonnes pour faire à nouveau répondre à des salves de questions face caméra, avec les micros, etc. Et là l'échange est souvent un peu plus direct, c'est plus court. Là ils n'ont pas voulu faire le point presse et quelqu'un m'a glissé non, c'est un peu compliqué, voilà. Et ils ont rappelé à plusieurs reprises cette semaine à quel point ils soutenaient l'hommage à Quentin de Ranc. Tu parles des écologistes ? Je parle des écologistes, oui. Effectivement. Ils étaient un peu gênés de cette association avec la France insoumise et du coup, ils ne savaient plus très bien où se placer, c'est vrai. Du côté du Rassemblement national, on a tiré à boulet rouge sur la France insoumise. Jordan Bardella y a même consacré toute une conférence de presse organisée au siège du parti et on n'a pas vu et on n'a pas entendu Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen est en vacances. Tout simplement. Tout simplement. Cette semaine, elle était en vacances, donc c'est Jordan Bardella d'être en vacances, qui a fait qui a pris la parole. Ils ont organisé, ça c'est quand même assez signifiant, une conférence de presse au siège du parti, du RN, pour demander la mise en place d'un cordon sanitaire contre la France insoumise. Donc on voit que le Rassemblement national a saisi l'opportunité d'appuyer encore sur la responsabilité de la France insoumise. Et en creux, d'essayer d'accentuer sa propre stratégie de banalisation, de respectabilité, en disant nous, regardez, on est contre la violence. Mais c'est vrai que Marine Le Pen n'étant pas là, on rappelle que lors de la séance des questions gouvernement, si c'est un président de groupe qui pose une question, c'est le Premier ministre qui répond. Donc là, c'est une députée, Tiffany Joncourt, qui a posé une question. Donc effectivement, ce qu'on a retenu, c'est plutôt l'échange de Sébastien Lecornu avec Laurent Wauquiez, président de groupe, ou avec Mathilde Panot. Mais Stéphanie le disait, ils ont quand même, malgré cette absence de Marine Le Pen, été effectivement ultra présents sur le sujet. On vient de l'entendre, donc la séance des questions au gouvernement de mardi a débuté par une minute de silence en mémoire de Quentin de Ranc. Et c'est une décision qui n'a pas fait l'unanimité chez les députés. Des affaires qui vont susciter une émotion particulière, il y en a bien d'autres. Donc est-ce que c'est notre rôle que d'alimenter en fait ce genre de choses, ou est-ce que notre rôle c'est plutôt de dire calmons-nous, donnons les moyens au juge d'instruction de faire son travail, au procureur de suivre ensuite. C'était le député Paul Molac, dont le groupe LIOT s'est opposé à l'organisation, à la tenue de cette minute de silence.
sont les seuls A émis des réserves. Voilà, Oui. ils disent pas qu'ils vraiment ne une sont, voilà, opposition ils- pure et dure, ouais, ouais. ils disent Voilà. qu'ils ne se sont pas opposés en conférence des présidents mardi matin, mais qu'ils ont émis des réserves. Je vous rappelle qu'on est mardi matin, qu'il y a eu la première conférence de presse du procureur de Lyon le lundi après-midi, mais qu'on n'a pas de profil détaillé des suspects. Et du coup, Liot veut jouer la prudence en disant on n'a pas les profils détaillés des suspects. On ne sait pas grand-chose sur Quentin Derenque. Voilà, donc ils ont émis des réserves en disant que c'était peut-être... Alors eux utilisaient le mot prématuré. Et la question de la minute de silence, c'est vrai que normalement, l'Assemblée, la conférence des présidents, c'est une conférence où il y a les présidents de groupe, les présidents de commission. C'était un peu remis d'accord il y a quelques mois pour dire... C'était la on question fait- que j'allais poser. Voilà. Parce on qu'il y a fait eu des- beaucoup de minutes de silence organisées sur plein de cas de figure Voilà. différents, Alors, au point qu'à un moment, normalement- on avait dit est-ce qu'il va y avoir des minutes de silence tous les mardis? Exactement. Normalement, les minutes de silence, c'est vraiment pour honorer la mémoire de fonctionnaires qui sont morts en mission, des soldats par exemple, ou des policiers. Ça, c'était l'accord que s'était fixé en conférence des présidents. Après, quand il y a un événement où il peut y avoir une unanimité de cette conférence des présidents, il peut y avoir cette fameuse minute de silence. On savait qu'Éric Ciotti du groupe UDR allait la demander. Donc c'est vrai que nous, pendant la conférence des présidents du mardi matin, on envoie des textos à tout le monde pour savoir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc on voit minute de silence acceptée, mais réserve. Donc tout le monde se demande qui a émis ces réserves-là. Les La France Insoumis, Insoumise. On pensait que c'était la voilà, France non, Insoumise, disent tout mais de non. suite non, absolument pas. Et en gros, on n'allait pas tomber dans ce piège-là. Évidemment qu'on est d'accord, même si eux voulaient que ce soit une minute de silence un peu plus large pour tous les personnes qui ont été tuées en raison de leurs idées politiques. Et effectivement, on a découvert que c'était le groupe Liot et Paul Molac s'en est expliqué. Et les socialistes disaient comment voulez-vous qu'on s'oppose à une minute de silence? C'est pas entendable politiquement. Il y a un autre sujet dont on a beaucoup parlé en lien avec la mort de ce jeune militant à Lyon, c'est la procédure d'embauche des collaborateurs parlementaires, parce que 2 collaborateurs du député Raphaël Arnaud ont été placés en garde à vue. Un des 2 a reconnu avoir participé à la rixe, il est mis en examen d'ailleurs. Comment les collaborateurs parlementaires sont-ils recrutés? Est-ce que des contrôles sont effectués sur leur profil? Alors oui, moi j'ai appelé la présidence de l'Assemblée nationale hier pour avoir vérifié toutes ces infos-là. Donc toute personne qui est accréditée à l'Assemblée nationale, que ça puisse être des visiteurs ou des collaborateurs, etc., il y a un ciblage, il y a des vérifications qui sont faites. On ne veut pas rentrer dans les détails pour des questions de sécurité, mais il y a des vérifications qui sont faites. Après, il y a une autre chose qui est très importante à savoir, c'est que ce n'est pas l'Assemblée qui emploie les collaborateurs parlementaires, ce sont les députés eux-mêmes. Donc l'employeur, c'est le député. Donc ensuite, le député peut, comme chaque employeur, demander des choses spécifiques. Il y a l'autorisation, je crois, de demander un extrait de casier judiciaire, comme d'autres employeurs, mais ce n'est pas obligatoire. Mais ça, c'est vraiment à la charge de l'employeur et donc du député. Et ensuite, pour cette fameuse fiche S, parce qu'on en a énormément parlé... Oui, parce qu'en fait, un des 2 collaborateurs de Raphaël Arnaud qui a été placé en garde à vue par les enquêteurs fait l'objet d'une fiche S. Oui, mais ce qu'il faut bien rappeler, c'est que la fiche S, c'est quelque chose d'administratif. C'est pas une condamnation, c'est C'est une surveillance. Exactement. Donc le fait d'avoir une fiche S ne vous rend pas responsable ou coupable de quoi que ce soit. Et donc de toute façon, moi, ce qu'on m'expliquait, c'est que quand bien même on saurait que quelqu'un est fiché S, déjà il ne le sait pas forcément, et c'est normalement aussi assez discret pour justement pouvoir continuer à le surveiller. Donc on n'a pas forcément intérêt à le dévoiler, et en plus, comme c'est qu'un acte administratif et que c'est pas une condamnation, on peut pas derrière en tirer de conclusion en interdisant forcément un accès, etc. On va passer au deuxième sujet de la semaine ici à l'Assemblée, le débat sur la loi consacrée à l'aide à mourir, avec le vote d'un amendement qui a mis le feu à l'hémicycle ce jeudi. Là, ça introduit le libre choix dès le départ. Donc vous voyez, il y a une nuance que j'intègre, que je comprends. Moi, à titre personnel, j'allais dire sur le fond, cet amendement ne m'aurait pas posé de problème en tant que député, mais en tant que rapporteur général, j'ai la responsabilité d'écouter tous les députés, qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre. Et bien évidemment, j'ai la responsabilité d'écouter les députés qui sont favorables au texte et qui me disent il faut garder ce point d'équilibre pour que l'on puisse le voter mardi prochain. Donc j'y suis aussi évidemment très sensible. C'était le rapporteur donc de la proposition de loi, Olivier Fahlorny. C'est le premier partisan d'une aide active à mourir. Et là, il appelle d'une certaine façon les partisans de ce dispositif à ne pas aller trop loin. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
On peut peut-être déjà réexpliquer de quoi il s'agit quand même. Oui. Hier, les députés, effectivement, étaient sur ces amendements, et c'est un point crucial quand même du texte, sur le geste létal. Ils ont donc adopté des amendements qui laissent aux patients le choix entre l'auto-administration de la substance létale et l'administration par un tiers, c'est-à-dire un infirmier, un médecin. Et ça, c'était pas dans la version initiale du texte. L'euthanasie était l'exception et le suicide assisté la règle. Et en fait, quand ils ont voté ces amendements, ça s'est joué à une voix près. C'est-à-dire qu'il y avait 71 députés qui ont voté pour ces amendements et 70 contre. Sauf qu'il y a 2 députés qui se sont trompés de bouton. Et donc, ils ont décidé, dans ce contexte et dans ces conditions, de revoter sur ce point-là, parce qu'il est très important, mardi prochain, avant de voter sur l'ensemble du texte, surtout parce que certains députés pourraient ne plus voter l'ensemble de la proposition de loi, étant donné qu'ils estiment que l'équilibre du texte peut être remis en cause. Et surtout, ça donne des points d'accroche aux opposants à cette aide à mourir, puisque les opposants disent on va légaliser l'euthanasie. Là, si vous êtes dans une démarche où c'est un tiers qui administrent la substance, eh bien, ils ont un argument supplémentaire pour les opposants, le RN, l'UDR et certains à droite républicaine, pour dire regardez, on légalise l'euthanasie, alors que Olivier Falorni estimait que le texte était sur un équilibre et c'était du suicide assisté et pas de l'euthanasie. Et Olivier Falorni, lui, il garde en tête qu'il y a une majorité à l'Assemblée sur son texte, mais qu'elle est peut-être un peu fragile. Et pas avec cet amendement-là. Dont le vote peut basculer d'un côté ou de l'autre, c'est ça l'idée. Très clairement. Juste sur cette question de revoter sur un amendement qui a été adopté, ça se fait souvent, on peut, si ça ne convient pas, on revote. Ça peut arriver, souvent c'est le gouvernement quand il est perdant sur un amendement. Ça a été le cas sur le budget, voter. par exemple. Exactement. Sur les points du budget. Là, c'est quelque chose que je trouve encore un peu différent. Là, c'est vraiment, bizarrement, c'est même ceux qui sont partisans de cet amendement et qui diraient nous, on veut aller un peu plus loin pour laisser le choix, qui finalement vont accepter de dire non, mais si ça va trop loin, le risque c'est finalement que à la fin ce soit pas voté. Donc je suis pas sûre, mais il faudra bien suivre ça mardi, que cette question-là fasse énormément débat. Je pense que quand il y a une voix près sur une question si fondamentale avec des gens qui ont fait une erreur. Et que, en c'est plus, logique de revoter. Voilà, ceux qui sont en soutien veulent bien. Faire revoter le mardi parce que c'est à la fin du vote du texte et qu'on sait que généralement c'est le moment où il y a le plus de monde dans l'hémicycle et que ça permet du coup d'avoir, meilleure représentativité. Une meilleure représentativité. Mais c'est quelque chose qui est prévu dans les textes de l'Assemblée, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. La grande question autour de cette proposition de loi, c'est le calendrier. Quand est-ce qu'elle pourrait être adoptée définitivement ? Est-ce qu'on en a une idée ? C'est compliqué parce que Olivier Falorni est assez optimiste, il pense qu'avant l'été c'est faisable parce que là il y a le texte à l'Assemblée, après il va falloir repartir un aller-retour Sénat-Assemblée parce que de toute façon ils ne sont pas d'accord pour voter le texte dans les mêmes termes, ensuite il faudra une commission mixte, etc. Donc Olivier Falorni dit que ça lui paraît possible avant l'été parce que le avant l'été c'est la jauge à peu près communément partagée pour se dire que le texte sera en vigueur avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est une promesse d'Emmanuel Macron. D'autres députés estiment que ça y est, c'est déjà trop tard et qu'on n'arrivera jamais à tenir les délais parce qu'il n'y aura pas assez de place. Trop tard en fait, parce que tout le monde a en tête l'échéance de la présidentielle et même de la campagne présidentielle, c'est ça l'idée ? Et puis parce qu'on se dit qu'en fait, il y a peu de temps parlementaire utile. Il y a 3 semaines de pause pour les municipales. Ensuite, il y a le printemps. Mais normalement, la session se termine au 14 juillet. Gérard Larcher, président du Sénat, dit déjà qu'il ne veut pas de session extraordinaire. Ensuite, il y a des sénatoriales. Donc, le Parlement va faire une énorme pause estivale. Et après, ça va être la campagne. On va parler ensuite que du budget. Donc, beaucoup de députés estiment qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas la place. Et certains disent aussi que, ça a beau être une promesse d'Emmanuel Macron, on ne sent pas le gouvernement très allant et porter vraiment fortement le sujet. On va revenir à présent sur une info qui est parue cette semaine dans le Canard enchaîné qui concerne directement l'Assemblée nationale. Alors Marco, je te laisse expliquer de quoi il s'agit parce que c'est toi qui as travaillé sur ce sujet. Oui, c'est à propos du pavillon d'accueil de l'Assemblée. On veut le refaire, c'est-à-dire il y a un nouveau projet pour doubler sa capacité d'accueil. Pour accueillir le public. C'est la façade qui est sur le quai d'Orsay. C'est la façade que vous voyez quand vous êtes sur le pont de la Concorde qui donne sur la Seine. Et donc on a été alerté en fait par cet article. Vous en parliez Clément du Canard enchaîné, qui disait plus ou moins
qu'aucun permis de construire n'avait été déposé. C'est un peu plus compliqué que ça. On a enquêté, on a contacté le cabinet de Yael Braun-Pivet, la questure qui gère les cordons de la bourse et les investissements à l'Assemblée. Et en fait, ils ont retiré le permis de construire récemment parce qu'il fallait modifier le plan de sauvegarde de mise en valeur des bâtiments du 7e arrondissement où se trouve l'Assemblée nationale. Et cette modification du plan de sauvegarde pour faire les travaux, eh bien, ça allait mettre plusieurs mois et surtout, le permis de construire allait être refusé car le plan de sauvegarde n'aurait pas été respecté. Donc, en attendant, on va attendre les municipales. Le chantier, il est repoussé. On va attendre l'installation d'une nouvelle équipe municipale pour modifier ce plan de sauvegarde avec la volonté quand même de bien changer ce bâtiment, ce pavillon d'accueil à la fin. Donc le projet est bel et bien suspendu, on va dire, mais pas renvoyé à l'après-présidentiel, comme le disait le Canard enchaîné, mais plutôt à l'après-municipal. En tout cas, c'est ce que l'on nous dit à la questure, qu'il s'agit d'attendre la nouvelle équipe municipale à Paris. Très bien. Allez, un Bourbon Hebdo ne serait pas un Bourbon Hebdo sans un point sur son feuilleton hebdomadaire, le feuilleton de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Et cette semaine, elle a été marquée par un nouveau recadrage du rapporteur Charles Alonc par le président de la commission, Jérémy Patrié-Létus. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois ? Eh bien, en fait, cette commission d'enquête, elle auditionnait, c'était mardi, il me semble, Renaud Levanquim, qui est patron de Together Media, une société qui produit des contenus pour France Télévisions en marge du Festival de Cannes. Et le rapporteur, Charles Alonc, a dévoilé le montant du contrat, ce que ça coûte à France Télévisions, soit 2,6 millions d'euros. Et puis, il a parlé aussi du montant du contrat de Virginie Efira, qui est une actrice et qui était la maîtresse de cérémonie au Festival de Cannes, soit 60 000 euros. Et ces chiffres, ils n'avaient pas à être révélés selon le président de la commission d'enquête, Jérémy Patrié-Létus, parce que, en fait, ça relève du secret des affaires et de la vie privée. Et ça n'a pas plu du tout à Jérémy Patrié-Létus que Charles Alonc révèle ces chiffres. Et donc, ils se sont encore écharpés sur ce point. Secret des affaires, ça veut dire quoi ? Le risque, c'est quoi concrètement ? Que les concurrents, après, connaissent les prix des uns des autres, le prix des contrats, qu'il puisse y avoir après des enchères encore plus grandes. C'est ce qu'a dit Jérémy Patrié-Létus. Il a dit, voilà, maintenant Canal+, qui peut être intéressé par le Festival de Cannes et qui a été le diffuseur officiel pendant plusieurs années, il sait ce que France Télévisions met sur la table, donc il peut renchérir et ça peut créer une inflation au niveau des prix et ça va coûter plus cher finalement peut-être au service public. L'inverse de l'objectif de Charles Alonc, a priori. Exactement. On va encore parler de cette commission d'enquête la semaine prochaine parce qu'on devrait enfin savoir qui dit vrai entre Rachida Dati d'un côté, la ministre de la Culture, et l'équipe de l'émission Complément d'enquête. Oui, on rappelle que Rachida Dati accuse Complément d'enquête et d'un journaliste, alors pas forcément de leur équipe, mais d'un journaliste associé d'avoir proposé de rémunérer un de ses proches pour pouvoir témoigner contre elle, enfin en tout cas témoigner avec des choses pas forcément les plus agréables sur elle. Et donc là, pour le coup, dans un courrier signé du président et du rapporteur de la commission d'enquête, ils ont demandé à la fois Complément d'enquête et à Rachida Dati de fournir les preuves, Rachida Dati des accusations qu'elle formule, Complément d'enquête du fait qu'il n'ait jamais proposé de l'argent à quelqu'un et ils disent qu'ils ont aussi des échanges en ce sens. Ils ont un mail d'un proche de Rachida Dati qui s'est reconnu au moment où la ministre en parle et qui leur dit, qui affirme noir sur blanc qu'il n'a jamais été question que Complément d'enquête lui donne de l'argent et qu'il n'a même jamais été contacté. Donc, donc la semaine prochaine, il se passe quoi ? Ils sont sommés de produire les éléments avant lundi 23. Avant lundi. Et un journaliste d'RTL a demandé à Rachida Dati si elle allait bien donner les documents d'ici lundi. Elle a dit mais vous n'êtes pas la commission d'enquête, vous verrez. Et par ailleurs, on lui a redemandé si elle avait menti sous serment. Elle a dit c'est une blague là et elle avait perdu son sourire au passage. Mais attention, on peut rappeler quand même que ça peut coûter cher de mentir devant une commission d'enquête, jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. C'est un parjure. C'est un parjure. Et on suivra ça la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous les trois. C'est la fin de ce Bourbon Hebdo. Et bon week-end. Bon week-end, merci. La séance est levée.